Je crois que moi, les histoires qui m'interpellent, qui m'intéressent ou qui m'appellent, c'est des histoires souvent qui parlent de traces et qui parlent de traces du passé dans notre présent aujourd'hui. Ce sont souvent aussi des histoires assez silencieuses que j'ai envie d'aller fouiller, d'aller creuser. Et pour les otages, en fait, cette envie est arrivée avec le débat sur la restitution qui a commencé en France en 2018, un petit peu en 2017 déjà, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il fallait restituer le patrimoine africain dans les 5 ans à venir. Et ensuite, le rapport de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr qui, eux aussi, préconisaient le retour du patrimoine africain. Eh bien, le débat qui s'en est suivi m'a semblé parler plus d'histoire coloniale que finalement d'art. On entendait des directeurs de musées dire que c'était pas possible de faire ça, qu'on allait vider les musées français. Il y avait des questionnements sur le fait est-ce qu'il y a des musées en Afrique? Si on restitue, est-ce que les Africains vont savoir s'occuper de ces objets qu'ils ont pourtant eux-mêmes créés, soit dit en passant. Bref, tout ce débat-là me semblait parler plus d'histoire et de l'héritage de l'histoire coloniale dans notre façon de voir l'Afrique aujourd'hui en France et dans nos rapports à l'Afrique. Donc je me suis dit, tiens donc, voilà, peut-être qu'en creusant l'histoire d'un butin de guerre, d'un butin colonial, de quelques-uns de ces objets, ça pourrait être une façon de parler d'histoire coloniale et de l'héritage de cette histoire aujourd'hui en France. Il faut savoir que moi je suis sensible à cet héritage-là de par mon parcours personnel, puisque moi j'ai grandi en Afrique. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis allée à l'école sénégalaise. Donc l'histoire coloniale, moi je l'ai apprise à l'école sénégalaise du point de vue sénégalais, qui n'est pas exactement le même que le point de vue français. Donc ça a commencé comme ça. Évidemment, je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui allait suivre, hein, ni à la quantité de travail qu'il y avait à faire pour ensuite reconstituer effectivement le parcours de ces objets. Alors les objets en question auxquels je me suis intéressée sont des objets qui ont été pris dans la ville de Ségou, qui est situé sur le territoire du Mali actuel, hein, qui ont été pris en avril 1890. Donc le Mali n'existait pas en tant qu'État, évidemment, à cette époque-là. On était sur les terres de l'Empire tout couleur, qui est un des grands empires de l'Afrique occidentale du 19e siècle. Et on était en pleine période de conquête coloniale. Donc les troupes coloniales commandées par le lieutenant-colonel Louis Archinard, originaire du Havre, entrent dans Ségou pour conquérir la ville qui était donc la capitale de l'Empire tout couleur. Ces troupes y entrent parce que non seulement il y a une envie de conquête coloniale qui est portée très personnellement par Louis Archinard, qui lui met parfois l'administration coloniale devant le fait accompli d'avoir conquis une ville sans l'avoir vraiment consultée. Mais il y a aussi une légende concernant un trésor qui serait situé dans cette ville, le trésor de Ségou, dont on retrouve des traces en fait dans plusieurs récits d'administrateurs coloniaux et d'explorateurs avant. On en trouve des traces aussi dans la tradition orale de cette région, puisqu'il y a des mines d'or dans cette région. Donc à Ségou, il y aurait un trésor qui vaudrait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de francs de l'époque. Donc Archinard est aussi motivé par ce trésor, en se disant, bon, non seulement c'est de la gloire, bien sûr, mais en plus, ça lui permettrait de justifier ses conquêtes coloniales vis-à-vis de Paris, qui ne regarde pas toujours d'un très bon œil toutes les dépenses qu'il est en train d'engager sur le territoire ouest-africain. Voilà. Donc il entre dans Ségou. Évidemment, il ne trouve pas de trésor qui corresponde à la légende, puisque c'est une légende. Mais il y trouve tout de même des bijoux. Il y trouvera aussi des manuscrits qui ont appartenu à El Hadj Oumar Tall, qui est le fondateur de l'Empire tout couleur, qui est mort à ce moment-là. L'Empire est dirigé par son fils. Il y trouve aussi Abdoulaye, qui est le petit-fils d'El Hadj Oumar Tall, le fils d'Ahmadou Tall, donc le prétendant au trône, le fils du roi donc. Et il décide d'emporter non seulement les objets, donc les manuscrits, les bijoux, il y aurait aussi eu un sabre, d'autres objets. Voilà, il emporte non seulement les objets, mais aussi le fils du roi, Abdoulaye, qui a une douzaine d'années à cette époque-là, et qui, selon l'histoire qu'on raconte au Sénégal, aurait défendu sa mère avec un sabre à la main devant ce colonel français venu conquérir la ville qui était la capitale du royaume de son père. Voilà, donc il y a non seulement des objets, mais il y a aussi cet enfant
qui moi m'intéressait particulièrement parce que cet enfant, par la suite, est donc arrivé en France, a été confié à une famille française, a grandi en France, et j'avais entendu dire que cet enfant aurait écrit des lettres qui seraient quelque part dans les archives, mais je n'en savais pas plus au moment où j'ai commencé. Mais voilà, il y avait une possible voie à trouver dans les archives. Alors moi, je ne suis pas historienne. Voilà. En fait, à l'école, j'ai jamais aimé l'histoire. Voilà, c'était ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'avais du mal à retenir les dates, etc. Voilà. Euh, je pense que moi, ma position de journaliste, hein, ou d'autrice, ou de raconteuse d'histoire, enfin peu importe le terme qu'on y met, mais en tout cas pas historienne, ce que cette position apporte, c'est mon regard et la subjectivité de mon regard. Euh, j'imagine hein, que quand on fait un travail d'historien, encore une fois je dis j'imagine parce que je ne le suis pas historienne, j'imagine que quand on fait un travail d'historien ou d'historienne, on est dans la recherche d'une vérité historique, on est dans la science, dans la fabrication de la science, avec des contraintes qui sont pas tout à fait les mêmes que moi j'ai en tant que journaliste. Alors évidemment, en tant que journaliste, la question des sources est une question extrêmement importante et moi je me suis imposé exactement les mêmes règles dans la fabrication de cette enquête que j'ai dans ma pratique journalistique par ailleurs. Donc il faut avoir plusieurs sources. Quand on a une information qui ne provient que d'une seule source, on ne peut pas considérer que cette information est complètement fiable, il faut pouvoir croiser des sources, etc. Et puis voilà, il y a plein de sources que j'aurais voulu explorer, que je n'ai pas pu explorer aussi. Donc voilà, avoir conscience des limites en fait qu'on a dans l'enquête. Voilà. Par contre, j'imagine que si j'étais historienne, je ne pourrais pas écrire des choses que j'écris dans ce livre, qui sont par exemple le moment où je suis devant des lettres de remerciement d'un directeur de musée. Le directeur de musée ayant commandé des crânes de toutes couleurs à Louis Archinard. Louis Archinard lui ayant envoyé ces crânes pour la collection du musée, qui est donc le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et moi, je suis face à ces lettres et je suis choquée parce que je lis, enfin, et je me demande où sont ces crânes aujourd'hui. C'est l'autre question qui vient après. Donc j'imagine que dans un travail d'historien, on ne peut pas laisser de la place pour des émotions de cette façon-là. Pas forcément en tant que journaliste non plus. Hein. Bon là, il se trouve que c'est un livre, donc l'exercice est un petit peu différent. Mais voilà, moi j'avais envie de laisser place à ça aussi, de laisser place aux émotions que je pouvais avoir, à la colère que je pouvais ressentir face à ces documents historiques qui mettent en scène une hiérarchie entre les êtres humains et un mépris total de certains êtres humains. Dont moi je crois qu'on porte toujours des traces aujourd'hui dans la société française, malheureusement.